Bon, ça marche bien, merci. Donc, premièrement, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. First of all, my name is Paul Bird. I'm Chief Commercial Officer here at the Port of Montreal. And on behalf of the entire team of the Port of Montreal, it is my pleasure to welcome you at the port. C'est un honneur pour nous tous d'accueillir l'honorable Dominic LeBlanc, ministre du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'unité économique canadienne. Monsieur le ministre, que ce soit par notre volonté commune d'assurer la sécurité économique du Canada ou de générer d'importantes retombées tant à l'échelle locale, régionale ou pan-canadienne, vous pouvez compter sur le travail des hommes et des femmes derrière nous qui font du Port de Montréal un puissant atout pour construire la meilleure économie du G7. Donc, sans plus tarder, Monsieur le ministre, je vais vous céder la parole. Merci. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous et à toutes. Merci à nos amis derrière moi qui font un travail exceptionnel, comme Paul a bien dit, pour bâtir l'économie du Canada. Et merci à vous tous d'être ici. Je voulais attendre que M. Carney finisse sa conférence de presse à Edmonton sur les grands projets d'intérêt national et M. Carney vient de finir. Alors, vous pouvez imaginer comment fier que moi je suis d'être ici avec vous au Port de Montréal aujourd'hui. Et c'est un privilège, Paul, de travailler avec vous, avec l'équipe du Port de Montréal, non seulement pour le projet qu'on annonce aujourd'hui, mais pour le travail que vous faites tous les jours. Le Canada se trouve présentement à un moment charnière de son histoire. Il y a urgence d'agir, de transformer notre économie afin de la rendre plus résiliente et plus souveraine et moins dépendante, évidemment. Nous l'avons fait auparavant. Nous avons construit des chemins de fer et des autoroutes qui connectent notre pays d'un océan à l'autre, ainsi qu'une voie maritime qui a libéré le potentiel extraordinaire des Grands Lacs. Nos travailleurs ont la créativité et l'ambition nécessaires pour créer des choses qui résistent à l'épreuve du temps, qui nous unissent et qui attirent l'attention du monde entier. Et c'est précisément le cas avec les femmes et les hommes qui sont avec nous aujourd'hui, qui travaillent ici au Port de Montréal. We've done it before, and Canada is ready to do it again. For too long, the construction of major infrastructure has been stalled by arduous, inefficient approval processes, leaving enormous capital on the table. That's in part because in the past, federal authorities have focused on asking why a project should go ahead. Now, we're asking how a project should go ahead. To that end, we passed the One Canadian Economy Act and set up the Major Projects Office. This new entity will work with provinces and territories, proponents, and Indigenous communities to advance major nation-building infrastructure projects to unleash Canada's full economic potential. Plus tôt aujourd'hui, comme je viens de mentionner à Edmonton, le premier ministre a annoncé la première série de nouveaux projets qui seront examinés par le Bureau de grands projets. Un de ces projets se trouve ici même, en sol québécois, le projet de terminal à conteneurs du Port de Montréal à Contrecœur, sur la rive sud du Saint-Laurent. Cette expansion majeure des activités du Port de Montréal a le pouvoir de diversifier nos partenaires commerciaux, de renforcer nos chaînes d'approvisionnement et de créer des milliers d'emplois bien rémunérés pour nos travailleurs. Le Port de Montréal est déjà
à l'heure qu'on se parle, le plus grand port à conteneurs du centre et à l'est du Canada. Il constitue un élément essentiel de la voie maritime du Saint-Laurent. C'est une plaque tournante, desservie par les plus grandes compagnies maritimes au monde et reliée aux deux réseaux ferroviaires pan-canadiens. Son activité soutient déjà quelques 590 000 emplois et près de 93 milliards de dollars d'activité économique au Canada. Avec le projet de contre-cœur, on viendrait augmenter la capacité du port de Montréal d'environ 60 %, renforçant ainsi une infrastructure commerciale essentielle le long du Saint-Laurent. De plus, le projet créerait 8 000 emplois dans le secteur de la construction et plus de 1 200 emplois une fois en service et générer des avantages économiques durables pour le Québec et pour le Canada. Cela donnerait aux entreprises de l'Est du Canada l'infrastructure dont elles ont besoin pour aller rejoindre de nouveaux clients et diversifier leurs partenaires commerciaux au-delà des États-Unis. In addition, the Major Projects Office will work with the team at Alto, the high-speed rail project between Quebec City and Toronto, to accelerate engineering, regulatory, and permitting work to enable the construction of the project to start in 4 years, instead of the original plan of 8 years. Just like the St. Lawrence Seaway connects the St. Lawrence Valley to the Great Lakes, the Alto high-speed rail project will connect Canadians living in this densely populated corridor, which represents close to half of Canada's population, with trains reaching the speeds of up to 300 kilometers an hour. Pour que ces projets puissent procéder de la bonne façon, nous devons respecter nos engagements envers les nations autochtones. Le Conseil consultatif autochtone, dont la composition a été annoncée hier par le Premier ministre, aura le mandat de s'assurer que les intérêts et les droits des peuples autochtones soient au cœur de notre démarche. Les Canadiens sont prêts à bâtir un Canada fort et la meilleure économie du G7. Comme Paul a bien dit, un projet aussi important pour l'économie canadienne que le Port de Montréal, que le projet à contre-cœur, s'encadre précisément dans cet engagement. Prêt à prouver ensemble que le Canada peut bien se donner beaucoup plus que n'importe quelle autre nation étrangère peut nous enlever. Saisissons le moment ensemble. Moi, je suis très, très heureux, comme j'ai dit, d'être ici au Port de Montréal pour souligner un projet que nous croyons est dans l'intérêt national et que nous avons bien hâte de réaliser avec le Port de Montréal et la construction qui pourra débuter dans les prochaines semaines. Merci beaucoup et avec ça, évidemment, on est très, très content de prendre vos questions. Parfait, merci. On va prendre les questions. Alors, je demanderai une question et une question complémentaire ensuite. Melissa François from CBC News. I just wanted to know, because we know that the Contrecoeur project is already well on track, so what is it going to change, that major project office that you're launching today, since we know the prep work will start here in Contrecoeur? So the decision to refer the Contrecoeur project, which, as you said, has been well advanced over a number of years, to the major projects office, will enable us to take those final steps as quickly as possible. The Port de Montréal has done a lot of work in terms of environmental assessments, in terms of work
with Indigenous nations in terms of building private equity, private capital, putting the financing together. The Government of Canada will obviously be an important financial partner. But we think by saying to Canadians that the project at Contrecoeur, the Port of Montreal, is clearly in the national interest, and ensuring that the Major Projects Office will finalize over the next few weeks those last remaining elements. It will allow Paul and his team to begin construction this fall with a completion of the Port de Contrecoeur, with a completion by 2030. We think it's a perfect example where the Major Projects Office can pick up a lot of work that's already been done well, but take the final steps to make sure that there's no slippage in the timelines and we proceed as quickly as possible. Bonjour, M. Leblanc, Olivier Bachand de Radio-Canada. Je vais répéter essentiellement la question de ma collègue. Pourquoi est-ce que ce projet-là a besoin de la désignation d'intérêt national et se pourrait-il que le gouvernement soustrait le port de Montréal à l'obligation d'obtenir certains permis, notamment pour détruire une partie de l'habitat du Chevalier cuivré? Ça, c'est un permis qui reste à obtenir. Alors, si jamais ce permis-là n'est pas délivré, est-ce que le cabinet pourrait adopter un décret pour soustraire le port à cette obligation? Sinon, à quoi sert cette désignation d'intérêt national? Bien, comme j'ai dit en réponse à votre collègue, la désignation officielle par le Conseil des ministres, c'est pas qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui. M. Carney a annoncé des projets qui seront référés au bureau des grands projets, précisément pour déterminer les éléments nécessaires pour les compléter le plus vite possible. Vous avez raison, le projet ici au Port de Montréal a été bien avancé au fil des dernières années. Il reste encore un permis du ministère des Pêches et des Océans. Je sais que le port a bon espoir que ces démarches vont être finalisées au cours des prochaines semaines. Le bureau des grands projets va travailler avec le Port de Montréal pour s'assurer que c'est bel et bien le cas. Si on n'a pas besoin de faire la désignation, on ne le fera pas. Qu'est-ce que nous voulons indiquer aujourd'hui, c'est que l'économie du Canada a besoin de cette expansion importante carboneutre au Port de Montréal, à Contrecoeur, et advenant des circonstances qui feront en sorte que le projet pourra être repoussé, bien, le Bureau des grands projets va donner des avis à moi et au Conseil des ministres pour qu'est-ce qu'il faut faire pour expédier le projet. Mais dans ce cas ici, on a beaucoup d'espoir qu'on est à la veille de finaliser les derniers éléments. Et si c'est le cas, bien, on va retourner célébrer avec les autorités du Port de Montréal. Donc, on comprend que la porte est ouverte pour soustraire le port à cette obligation. Maintenant, une autre question concernant ces annonces d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'annonce, notamment pour de grands projets dans votre province, le Nouveau-Brunswick. Pas d'annonce non plus pour une ligne de transmission pour Churchill Falls. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux gens des régions qui se sentent oubliés? Moi, évidemment, je ne partage pas l'idée qu'on les a oubliés. C'est que la première liste de projets que nous annonçons aujourd'hui. J'ai parlé au premier ministre des provinces au cours des derniers jours. J'ai eu des rencontres cette semaine avec des gens, par exemple, qui avancent une mine qui s'appelle Sisson Mine au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai énormément d'espoir qu'au fil des prochaines semaines, avant la Coupe Grey, comme M. Carney a dit, nous allons annoncer d'autres projets. M. Carney a parlé aujourd'hui des lignes de transmission d'énergie propre pour les provinces de l'Atlantique. Il a parlé d'un projet important d'énergie renouvelable, les éoliens au large de la Nouvelle-Écosse, qui feront en sorte que les lignes de transmission entre les provinces des maritimes devront évidemment être améliorées. Alors, ça, c'est un exemple des futurs projets qu'on espère avancer le plus vite possible, mais il faut pas, c'est pas un processus qui est fermé aujourd'hui. Il n'y a même pas des dates butoirs où on ne pourra pas désigner d'autres projets. C'est vraiment une porte qui est ouverte au cours des prochains mois et des prochaines années. Et je suis tout à fait confiant qu'on va voir bientôt des projets
qui seront intéressants dans plusieurs secteurs de l'économie et dans toutes les régions du Canada. Merci. Good afternoon, Jacob Sebrin, Montreal Gazette. So before today, this project, Contre needed one more approval from DFO that was expected in the next couple of weeks. Construction could begin even before the end of this month, next month. How does adding another sort of review, another body looking at this, speed it up? So it's not to disagree with the premise of your question, it's not another review. What we're simply saying to the good people of the Port de Montréal, who have done, as you noted, good work over a number of months and years, we stand ready. The Major Projects Office stands ready, and the Government of Canada stands ready to ensure that the remaining approvals are expedited as quickly as possible. So we share your view that there's a potential that this project can start very quickly. The Major Project Office will also work with the Port of Montreal on the remaining financing elements. It's a $2.3 billion project. There has been a lot of financing committed from private equity investors, from the Infrastructure Bank, from the province of Quebec. The Government of Canada, of course, will be an important financial partner. So the Major Projects Office will also work with Paul and his team to ensure that the final remaining financial commitments are in place so we can, as you said, not miss one day of the construction that we want to begin quickly. Let me ask you about one other thing you mentioned. You mentioned the Alto project. When that was announced, it was a high-frequency rail. Just to confirm, this is now, we're talking about a high-speed rail. Absolutely. It's a high-speed, en français, c'est le TGV. It's a high-speed rail that can reach 300 kilometers an hour with over 1,000 kilometers of tracks. Imagine built with Canadian steel, Canadian workers. And the idea would be we could start the construction in 4 years instead of 8, and it would go from Quebec City to Toronto. The work over the next 4 years will be precisely to determine the final route, some of the engineering and the assessment process. But this is a very exciting project in a very densely populated area. Environmentally, obviously, will have a huge impact. So we're very excited about that project as well. It is a high-speed passenger rail project. Maura Forrest, Canadian Press. Just to follow up on my colleague's question about Alto, can you just explain a little bit more how the Major Projects Office will speed up the start of construction? And also, can you say anything about when people will actually be able to ride that train? The high-speed rail project originally, the Government of Canada has already committed significant money in terms of the engineering and the preparatory work. There's a consortium that's come together. Alto is a consortium of private companies, and the Government of Canada obviously as a participant. The original plan was to take 8 years for the engineering and assessment work and planning work, including the financing. It's a project of many tens of billions of dollars. So the Major Project Office will work with Transport Canada and Alto to cut by 50% that 8-year time frame to start construction within 4 years. That's the commitment the Prime Minister made earlier today. I've spoken to my colleague Chrystia Freeland. We're very confident that that can be done. But the work obviously is around, imagine the assessments, imagine the Indigenous consultations along a 1,000-kilometer route. It represents a significant undertaking. So our hope is that the 1,000-kilometer rail construction will start in 4 years, not 8. And part of the assessment will be to determine exactly how quickly we can get that done. That's part of the assessment that we're prepared to commit to today. And a Quebec environmental law group today announced that it was launching a legal challenge of Bill C-5. Obviously, several First Nations are already challenging the bill. What impact could these lawsuits have on these initial projects that are being announced today? So obviously, we've taken note of this legal challenge.
We believe that Bill C-5, as adopted by Parliament in June, obviously is constitutionally valid. We will make that case in any court case. In the meantime, Canadians gave this government a mandate in the last election to expedite nation-building projects. The Prime Minister in the campaign was clear in every part of the country we went to that the uncertainty around the trading relationship with the United States, the effect of American tariffs on the Canadian economy, means that we need to give ourselves as a country and as a G7 economy all of the tools we need to build the strongest economy we can build. The projects announced today are just the first examples of that work that we're going to do. As we said in Parliament when C-5 was debated and ultimately adopted the legislation, nothing in the legislation limits or reduces the environmental assessments that Canadians properly expect to be done. But there's no merit per se in taking 5 years or 6 years to do what we can properly do in 2 years if it spurs investment decisions and if it gets these projects going more expeditiously. So it's about doing the work that we have to do efficiently and working with provinces and territories, signing agreements to eliminate duplication, overlap, to do some of the environmental assessments simultaneously instead of sequentially. All of this is in the economic interest of the country. Mathieu Dion with Bloomberg News. You talked about the financing of the port of Contrecoeur. You mentioned potentially having private equity investors. Considering that it is a project of national interest, could we have a U.S. private equity investor coming in and support the project? So the details of that, Paul and his team can discuss with you. I know from the information I have that they have done a lot of work with partners as important as DP World and other operators precisely to go and get private equity funding. That's one of the great things about the work that the Port de Montréal has done on this project. There will be clearly a public component as well. The Infrastructure Bank, as I said, the province of Quebec has already committed money. But the particular private equity partners and financing, I'm sure the port can talk about, and some of it may be commercially sensitive, so I don't want to adventure an answer on different private equity partners, other than to say one of the reasons why this project is so important for the Government of Canada is that it is a mix of private and public investment that will make a significant contribution to the GDP of the country. And the Agriculture Minister said this week that Canada is considering or reconsidering the 100% tariffs on Chinese EVs, something that many consumers in Canada are wishing to see one day. Is that accurate, and especially given the ongoing talks with the U.S. right now? So the Prime Minister, I think, answered that question earlier today at his news conference in Edmonton. You could have a different point of view. We have had at a number of levels conversations with Chinese authorities. We understand the impact of the Chinese tariffs, particularly, for example, on the canola sector, and what it means for companies like CN and others that transport those commodities. I worry, as somebody from Atlantic Canada, about the seafood sector. Canada made a decision to impose tariffs on Chinese EVs and on steel and aluminum to deal with some challenges around dumping of steel and aluminum products in Canada. Our conversations with the United States are around ways to bring relief to the strategic sectors, steel, aluminum, and automobiles, in which they've applied tariffs. So I think that the important thing for us to do is to pursue the work that's ongoing with the United States administration, and that's certainly something that I'm involved with almost daily. Bonjour, Monsieur Leblanc, Julien Arsenault de La Presse. Je voulais vous demander, vous parliez d'un projet d'au-dessus de 2 milliards de dollars.
compte tenu qu'il est sur la liste là, des projets qui suscitent l'intérêt national, est-ce que le gouvernement fédéral pourrait participer davantage au montage financier? Sûrement, sûrement. On est en discussion avec le Port de Montréal pour finaliser la contribution fédérale. Moi, j'ai dit à Paul comme à Mme Gascon, le gouvernement fédéral appuie entièrement le projet à contre-cœur. On reconnaît qu'il y a un élément de financement public pour combler les montants nécessaires pour arriver à 2,3 milliards de dollars pour finir le projet d'ici 2030. Alors, je suis tout à fait confiant. Le Bureau des grands projets va nous aider avec le Port de Montréal à finaliser ces montants-là. Mais le gouvernement fédéral est déjà un partenaire financier dans le projet et on sera là pour s'assurer que c'est bel et bien terminé d'ici 2030 de la bonne façon que le Port de Montréal s'est organisé. Ce que je voulais aussi vous demander, c'est le Port de Montréal s'est associé avec DP World, qui est déjà très présent au Canada. Ailleurs dans le monde, c'est un exploitant d'expérience. Qu'est-ce que ça va apporter de rajouter un bureau qui vient se mettre le nez dans le dossier entre déjà le port qui travaille là-dessus, un exploitant privé d'expérience? Est-ce que ça fait pas plus de bureaucratie alors qu'on veut accélérer les choses? Au contraire, puis c'est pas le bureau de grands projets va pas se mettre le nez dans le bon travail que le Port de Montréal a fait avec ses partenaires. Par exemple, vous avez bien soulevé DP World, qui ont d'ailleurs une présence importante dans ma province, au port de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick aussi. Alors, c'est vraiment un appui additionnel au bon travail qui a été fait. Puis si, comme on espère, on est à quelques semaines avant de débuter la construction, mais tant mieux, le Bureau des grands projets ne va pas du tout empêcher ce bon travail-là, mais d'ici les prochaines semaines, le Port de Montréal peut compter sur le gouvernement du Canada, sur moi-même, sur la ministre des Transports et sur le Bureau de grands projets pour boucler les derniers éléments qui restent à compléter pour qu'on puisse bel et bien démarrer le plus vite possible. Aiden Rayner, the Concordian. What public-facing systems of accountability are there to ensure that these projects don't go over budget and extend time-wise? So again, there is a critical role for the Major Projects Office, led by Dawn Farrell, a woman who has literally almost 4 decades of experience herself in the management of major projects. We are obviously very conscious of the importance of respecting the timelines that people will commit to, but also the financial framework. We have a lot of confidence in the work that the Port de Montréal has done for their project at Contrecoeur. We have every confidence that the timelines they have laid out are reasonable and will be respected. But we will continue the Major Projects Office, and in the case of a port project, the Department of Transport, for example, will continue to be a partner with these proponents to make sure that the scenario you advanced is not what ultimately happens. And is the federal government ensuring that these projects will meet Canada's 2030 environmental goals? Again, I think the Prime Minister earlier today said that what's important for us in terms of our climate objectives, all of these projects are evaluated in terms of how they help meet Canada's climate objectives. So that is one of the 5 criterias in the legislation to determine whether they meet the national interest test. I think what's important at Contrecoeur, and this is an innovation that I think should be understood and celebrated, it's a carbon neutral project. It will be an entirely electrified container terminal. And again, Paul and his team can provide the details for you, but this is an example of an environmentally responsible, critical piece of infrastructure to improve Canada's GDP, to improve our ability to trade with other trading partners.
So as the Prime Minister said, our commitment is to obtaining climate results for Canadians. We're investing very considerably in renewable energy. The projects that were announced today speak to that. But this example here, just to use one at the Port of Montreal, is absolutely in line with Canada's climate change objectives. Oui, bonjour, M. Leblanc, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Pour relancer sur la question de mon collègue, est-ce que le Bureau des grands projets dispose de fonds et serait prêt à les utiliser en cas de dépassement de coûts? Ben, le Bureau de grands projets n'est pas en lui-même une source de financement public. Ce seront, le cas au besoin, ce seront des décisions que le gouvernement prendra. Le ministre des Finances, le Conseil des ministres seront ultimement l'institution ou les gens qui vont décider l'octroi du financement public. Le Bureau de grands projets est là pour aider le gouvernement à comprendre les besoins financiers, d'aller inciter, comme le Port de Montréal a fait, des investissements de capital privé aussi. Mais le Bureau de grands projets, ce n'est pas un compte d'épargne pour des dépassements de coûts. Évidemment, on a l'intention de s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement de coûts, mais ce sera la responsabilité du Port de Montréal, en partenariat avec le gouvernement, de s'assurer que c'est le cas, et j'ai pleine confiance que ça va être ça le cas. Ma deuxième question, je reviens aussi sur une question précédente d'une de mes collègues. Il y a le Centre québécois pour le droit de l'environnement qui a lancé une contestation de la validité de C5 en raison de ses impacts possibles sur l'environnement, entre autres. Il y a la Société pour la nature et les parcs qui promet de poursuivre le fédéral, en fait probablement le port lui-même, là, pour une menace de la loi sur les espèces en péril, particulièrement le chevalier cuivré. Je ne vous demande pas de dire qu'il n'y en a pas d'impact environnemental. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous ne craignez pas, en utilisant les outils que vous vous êtes donnés pour accélérer, que ça retarde de l'autre côté par des procédures judiciaires qui n'en finiront plus. J'espère que ce n'est pas le cas. Nous avons pleine confiance dans la légalité et la constitutionnalité du projet de loi que le Parlement a adopté. Nous serons prêts à avancer ces arguments devant les tribunaux. On respecte que des groupes peuvent amener le gouvernement devant les tribunaux. Ce n'est pas nouveau. Ça ne nous inquiète pas parce qu'on croit profondément dans le projet de loi que nous avons adopté, que le Parlement a adopté au mois de juin. Mais la campagne électorale et la volonté du gouvernement et des Canadiens, c'est d'avancer plus vite sur ces projets d'intérêt national, tout en respectant évidemment nos obligations en termes de consultation avec les Premières Nations, les peuples autochtones et nos obligations environnementales. Comme j'ai dit, le simple fait qu'on va expédier un projet, moi, je n'accepte pas que ça diminue nécessairement les évaluations environnementales ou nos obligations qu'on a l'intention évidemment de respecter en termes de consultation avec les peuples autochtones. L'échéancier en elle-même n'est pas nécessairement la preuve d'une rigueur. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer qu'on fait en même temps les évaluations environnementales, les consultations avec les peuples autochtones, mais qu'on avance dans la mesure du possible le plus vite possible pour amener ces projets d'intérêt national à démarrer. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup à vous.